Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Après le professeur Maurice Kamto, président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui, lundi dernier, a annoncé la non-participation du MRC au double scrutin législatif et municipal de 2020, ce sont deux autres challengeurs de Paul Biya à la dernière élection présidentielle qui menacent de se retirer. D'abord, Cabral Libi du PCRN. Il conditionne la participation de son parti à une rallonge de 15 jours pour que les candidats puissent compléter leur dossier. Le leader du PCRN insiste sur les nombreux obstacles rencontrés par ses militants lors du dépôt des dossiers de candidature pour le double scrutin de février 2020. Joshua Nambangui aussi, vice-président du Social Democratic Front, pense pour sa part qu'il sera impossible pour sa formation politique de participer aux élections de 2020 si Paul Biya, la seule personne qui a la responsabilité d'arrêter la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, n'y arrive pas avant le 9 février 2020. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée, comme tous les vendredis d'ailleurs, par Nadine Yambou. Tout de suite après, c'est le débrief du journal. Tout de suite, et maintenant, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Législative et municipale 2020 vers un report, c'est une interrogation. Pour en parler en plateau ce soir, je suis avec Jean-Jacques Diok. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Serge et bonsoir ma copanéliste. Merci d'avoir pris le soin de m'inviter pour pouvoir parler de ce sujet qui ravit la vedette au Cameroun. Voilà, Jean-Jacques Diok, vous êtes le président PCRN France, c'est bien cela? Bien évidemment, je représente le mouvement du parti de notre leader Cabral Libi en France. Donc je suis au Cameroun pour essayer de faire en sorte que la commune de Yabassi puisse aussi répondre à ces échéances électorales qui sont annoncées. Et c'est avec plaisir que je peux annoncer que la commune de Yabassi a pu déposer lundi le 25, il était 21h45, sa liste de 25 conseillers. Okay. Je saisis l'occasion aussi pour remercier toutes mes équipes qui ont travaillé ardemment pour faire ces dossiers et aussi les autorités, que ce soit administratives ou policières, qui ont permis les signatures de nos documents. Ah, vous n'avez pas eu de problème là-bas? Oui, dans la commune. Votre leader parle de tracasserie. Oui, effectivement, nous avons dans la où exactement le PCRN a rencontré dans la quasi-totalité du Cameroun. Oui. Peut-être Yabassi, la commune est une exception, mais la quasi-totalité des partis du Cameroun, on a rencontré, même ici à Douala même, où on est censé avoir les facilités parce que les autorités sont en place. Nos camarades aussi ont eu des difficultés à avoir signé. C'est ce qui a motivé d'ailleurs notre leader, et en se basant sur l'article 10 du code électoral, pour demander ce report afin de satisfaire, n'est-ce pas, aux besoins de nombreux citoyens. Okay. Vous voyez que certains des leaders politiques ont pu emboîter le pas à notre leader. Paul Riquet, Joshua aussi, pour faire cette même demande. Ok. Bonsoir Jodel Kayo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux co-panélistes. Voilà, bienvenue, Jodel Kayo, journaliste. Merci, oui, journaliste toujours. Je suis très content d'être là ce soir, particulièrement à côté de mon enseignant, Martin Luther, qui m'a enseigné à l'université de Douala. C'est un honneur. André Luther, voilà, André Luther Meka. Ce serait une catastrophe qu'une étudiante ne se souvienne pas du nom de son enseignant. André Luther Meka, enseignant en communication. Donc je suis en même temps ému, honoré, et j'espère que les échanges vont être ceux de, pas d'un étudiant et une étudiante de son enseignant, mais de deux personnes aujourd'hui qui sont experts chacun à son niveau. Bonsoir André Luther Meka. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Je voudrais... Le RDPC une fois de plus sur le plateau. Oui, le RDPC est très bien représenté. Toujours. Et c'est l'occasion ici de remercier la main sur le cœur tous les Camerounais qui ont décidé de beaucoup œuvrer pour la paix et la stabilité et effectivement de comprendre tous les problèmes, les conspirations qu'il y a contre leur pays par rapport
aux richesses rares. Je suis également très intéressé par les éditions que vous avez faites à Equinox Radio sur le coltan. Donc la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Cameroun sont en possession et qui attirent les convoitises. Et je comprends que les Camerounais sont extrêmement avertis par rapport à ces richesses et ont décidé, n'est-ce pas, de maintenir la paix. Il s'agit donc de vous remercier pour cette invitation et de dire aux Camerounais que le président Paul Biya, qui est le père de la nation, et également aujourd'hui a besoin du peuple camerounais dans les législatives et les municipales pour lui donner la majorité législative à l'Assemblée pour pouvoir faire de ce pays un pays fort, un pays qui préserve même ses sans richesses. cette teneur-là, qui sont en train de vouloir... Bon, il y a le MRC qui a dit qu'il est non partant, il y a le SDF, le PCRN qui menace. Vous serez confortable de voir une Assemblée, disons, avec 100... Maître Tegem disait ici l'autre jour que même 180, ça ne va pas vous déranger. Donc, j'étais de disant ce que je voudrais donc dire à tous les Camerounais de rester sereins et de pouvoir, n'est-ce pas, accorder cette majorité à l'Assemblée nationale, au père de la nation, pour pouvoir préserver le pays de toutes ces convoitises de prévarication et de toute cette pression, n'est-ce pas, qui vient de l'Occident. Et j'invite également tous les jeunes de Douala 5e à soutenir ma candidature auprès, n'est-ce pas, de la municipalité de Douala 5e et de pouvoir également savoir que la jeunesse est engagée, notamment la jeunesse du RDPC est engagée, n'est-ce pas, dans ces législatives, contrairement aux autres partis qui ont décidé, n'est-ce pas, de désister, de renoncer et de pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte que la jeunesse ne soit pas représentée. Donc je vous remercie pour cette confiance que vous donnez au RDPC et je vous dis que nous, la jeunesse du RDPC, nous sommes fiers de servir le président Paul Biya qui a toujours été stoïque malgré tous les aléas, malgré tous les problèmes que le Cameroun a subis. Et vous avez vu qu'au premier problème qu'il y a eu, il y a un parti qui a désisté. Donc le président Biya est toujours resté stoïque et c'est pour ça que nous sommes fiers d'être dans le RDPC. Ce parti a dénoncé, le MRC a parlé de trois choses, hein. Vous les connaissez toutes. Il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest qui perdure. Il y a le système électoral qu'il faut revoir. Et enfin, les tracasseries. André Luther. Je suis tout à fait d'accord. C'est négligeable? Non, ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas dans la rue ou dans les conférences de presse que cela se résout. Oui. C'est à l'Assemblée nationale que cela se résout pour permettre à ce que les Camerounais puissent avoir les meilleurs textes. Que les conditions pour arriver à l'Assemblée nationale, c'est un peu... C'est biaisé. Oui. Dès sont pipés. Oui, mais le problème qu'il y a dans cette technique, c'est qu'il n'y a que le MRC, parce que je viens de suivre un candidat sérieux là, qui vient de dire que ses dossiers ont été signés et qu'il est en course. Donc, je crois que c'est une exception qui attire une curiosité et qui est toujours, n'est-ce pas, une manœuvre du MRC pour pouvoir, n'est-ce pas, discréditer les institutions du Cameroun. Moi, je crois que c'est un problème d'incapacité et d'invalidité à participer aux élections municipales et législatives. Voilà, justement, nous avons invité sur ce plateau également Valérie Niek du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Elle va nous rejoindre dans un instant. Je commence par vous, Jean-Jacques Diok. Votre leader, hier dans sa sortie, met beaucoup plus en avant les tracasseries administratives dont vous, les candidats, ont fait l'objet et ils demandent cette rallonge. Aujourd'hui, on a suivi un certain nombre de choses à travers les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il en est sur cette rallonge? Écoute Serge, je vais d'abord te dire un mot par rapport à ce que le camarade l'a dit. En face de lui, il y aura un des nôtres, Joseph Espoir Billon, qui sera en face de lui. Ce n'a pas aussi été facile dans cette commune aussi pour la signature du document. Ce que le leader a dénoncé, c'est, même dans leur propre camp, il y a certains de les militants aussi qui l'ont dénoncé. C'est quelque chose que les autorités devraient prévoir. Voyez-vous, je vous dis, nous, à Yabassi, le receveur des finances était absent. Il a fallu que les autorités l'enjoignent de rejoindre Yabassi pour en sorte que les candidats puissent avoir une pièce qui est importante. L'original de la quittance de 50 000 est une des pièces importantes dans le dossier. Mais il y a certains fonctionnaires qui prennent un peu le plaisir. Pas tous les fonctionnaires, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a certains fonctionnaires qui prennent un peu du zèle, qui sont absents. Souvent, ils ferment des bureaux et ils s'en vont. Donc ça amène souvent à des situations, le pays lui-même, en lui-même n'est pas en paix, il y a une tension sociale qui est là et certaines autorités s'amusent à exacerber d'autres tensions qui puissent conduire des citoyens à des situations incontrôlables. Donc le leader est toujours averti.
Souvenez-vous, quand il a lancé les inscriptions, il y a beaucoup de leaders qui n'ont pas suivi. Lorsque la présidentielle est terminée, il a lancé toujours l'opération Ouragan pour s'inscrire. Aujourd'hui, il a constaté qu'il y avait des insuffisances dans l'ensemble du territoire, que ce soit au nord, à l'est, à l'ouest. Tous nos candidats ont eu des difficultés. Ce n'est pas que ces difficultés étaient insurmontables, c'est que les autorités, d'une manière, je ne sais pas si c'était exprès ou pas, mais les autorités n'ont pas joué le jeu dans certains cas. Donc je déplore que mon panéliste Mika n'a pas pu dénoncer cela. De dénoncer, ce n'est pas mauvais non plus, ça attire l'attention. C'est ça aussi un peu l'éthique. Dénoncer que les autorités n'ont pas pu faire le travail, ce n'est pas mauvais. On ne va pas vous enlever le RDPC. Mais ça attire l'attention qu'il est souhaitable que les autorités essaient un peu de jouer le jeu, comme certains de vos membres, vos militants ont dit. Donc aujourd'hui, le leader a attiré l'attention. Il me semble que depuis un bon bout de temps, il y a ce qui circule, que apparemment le conseil EDECAM serait en train de regarder cette possibilité, je dis bien au conditionnel, serait en train de regarder cette possibilité afin de permettre à tous les candidats, pas seulement les nôtres, parce que ce que nous faisons n'est pas propre au PCRN. C'est l'intérêt de tous les partis qui veulent compétir afin de partager les idées et être en face des MICA à l'Assemblée. Il faut savoir que nous, on est parti républicain et on doit exercer le pouvoir. Et le pouvoir s'exerce dans les institutions. La mairie, la députation, les conseils régionaux et l'Assemblée nationale. Jodel Kayo, Kabla Libi évoque l'absence prolongée des maires pour cause d'investiture au sein du RDPC pendant cette semaine-là où les candidats devaient constituer leur dossier. Est-ce que pour lui, c'est des éléments qui amènent à croire que on veut mettre de côté certains dans certaines localités, parce que c'était pas général. Oui, sur cette attitude des élus locaux. Oui, je ne voudrais pas faire croire qu'il s'agit d'un problème de mauvaise foi. Oui. Je crois qu'il y a beaucoup de vérité là-dedans. Parce que vous savez que le Cameroun a un fonctionnement assez particulier déjà. Ceux qui sont censés signer les documents sont les mêmes qui doivent soit se maintenir, soit courir aussi après, parce que ce n'est pas les dossiers ne se signent pas seulement avec les maires. Il faut aller dans les sous-préfectures, etc. Même si le maire a la capacité de signer facilement son document, il y a certains documents qui ne seront pas forcément accessibles. C'est ces mêmes personnes-là qui doivent plaire, parce qu'on sait l'investiture telle que cela se faisait au RDPC, il fallait une pré-campagne un peu genre primaire dans les grandes démocraties. Il fallait mobiliser la base, ce qui voudrait peut-être, ce qui excuserait, même si je ne suis pas avocate des militants du MRC, excuser ces absences-là. En dehors de tout cela, nous savons qu'au Cameroun, l'absentéisme est caractérisé dans l'administration. Nous ne sommes pas tous des candidats. Mais une période comme celle-ci, mais pourquoi les gens qui sont absents durant toute l'année seront présents pendant cette période-là? C'est un cas général. Vous allez voir, par exemple, on constitue les dossiers pour un simple concours de la police. À 80%, on va toujours proroger. On va dire non, les étudiants ou les candidats n'ont pas pu déposer les dossiers à temps. On leur ajoute 2 semaines. C'est général. C'est un problème d'administration camerounaise. C'est typique. C'est typiquement camerounais. Que ce soit pour constituer un simple acte de naissance jusqu'à un dossier de candidature, c'est de la mer à boire. Il faut qu'on le dise parce que les élections vont passer et le Cameroun va rester avec cet art-là. Il serait important de dénoncer cela. Si on sait que les maires sont candidats eux-mêmes, pourquoi pas prendre les dispositions, prolonger le temps? Il y a des adjoints aux maires, non? Pourquoi? Il y a des adjoints aux maires et c'est ces mêmes maires parce qu'on sait peut-être que les maires aussi ne pourraient pas faire confiance à leurs adjoints. Et on est en fin de mandature, on sait ce qui pourrait être. Parce que je ne suis pas là pour... Donc l'administration doit s'arrêter parce que le maire... Parce qu'on est au Cameroun. C'est une question de confiance, Jodel. C'est une question de fonctionnement. Oui. Vous savez qu'il y a les mairies ici où le maire titulaire ne réside pas dans sa commune. On l'appelle de toute urgence, c'est lui qui juge à travers le téléphone si c'est urgent, s'il peut déléguer la tâche, s'il ne peut pas. Pourquoi c'est pendant ces élections qu'il resterait là? Mais non, il est peut-être cadre dans une entreprise, dans une capitale, il faut gérer ses affaires. Donc il y a ce fonctionnement-là qui existe et qui a rattrapé, ou bien que cette constitution de dossier a rattrapé et qui a mis à nu
les dysfonctionnements administratifs du Cameroun. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi. Et je me rappelle en 2013 où j'avais, journaliste, j'avais été un peu plus proche de ces constitutions des dossiers. C'est toujours pareil. Soit il y a des choses qui se passent après, qui ne sont pas forcément devant le grand jour. Il y a toujours eu des petites, je veux dire quoi, on peut accorder des moratoires ici, on peut avoir une certaine souplesse pour certains partis. Même le RDPC, comme l'a dit M. Diop, a aussi ces mêmes problèmes. Peut-être qu'ils n'en parlent pas parce que eux, comme on dit, ils se sentent peut-être l'orgueil ou par je ne sais pas quoi. Ils veulent faire croire qu'ils n'ont pas un certain genre de problème, mais c'est généralisé. C'est généralisé. Valérie Niek, bonsoir. Merci. Bonsoir Serge Alanto. Bonsoir à vos copanélistes, à mes copanélistes. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et plus particulièrement un bonsoir à ces millions de gens qui croient au changement dans ce pays, dans la paix. Ces gens, c'est le MRC, c'est ça? Il n'y a pas que le MRC qui croit au changement dans ce pays, dans la paix. Nous sommes de nombreux Camerounais qui croient à ce changement dans ce pays, dans la paix. Pas que le MRC. Voilà. Il y a qui ne sont même pas affiliés à un parti politique, qui croient au changement dans la paix. Et il y en a même qui sont dans d'autres partis politiques, même dans le RDPC, qui croient quand même au changement dans ce pays, dans la paix. Voilà, Valérie Niek du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous avez jeté le pavé dans la... C'était lundi dernier. Le professeur Maurice Kamto dit que tant que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest perdure, demandez la révision du système électoral. Vous évoquez également les tracasseries administratives dont vos camarades, et on apprend, il y a Cabral Luby qui a fait une sortie, donc vous n'étiez pas les seuls à avoir rencontré ces difficultés-là. Oui, j'avoue que grand a été mon étonnement quand même, quand j'ai appris que même le PCRN avait également ce genre de problème. Parce qu'il faut croire que pendant toute la médiatisation, quand les gens se plaignaient, ce n'était que le MRC qui était à la une. Il n'y avait pas le PCRN à la une. Donc, comme par un coup de bâton magique... Est-ce qu'on veut comprendre, Valérie? Vous voulez nous dire quoi, là? On veut dire que oui, c'est le MRC qui a décrié qu'il était en train de subir, n'est-ce pas, des malversations de l'administration. oui. Voilà ce qu'on veut dire. Et Jean-Jacques, vous avez attendu que le MRC crève l'abcès pour que vous parlez aussi de cette tracasserie-là? Oui, la conférence de presse du professeur Maurice Kamto le lundi Oui. a listé, je crois, 4 griefs, Oui. parmi lesquels les tracasseries... 3 principaux, hein? Oui, la crise dans la le crise nozo, oui, la système crise, électoral voilà. et les tracasseries. La crise date depuis 4 ans ou 5 ans, mais il est parti aux élections présidentielles. Le code électoral, il est là depuis. Il a même participé à certaines corrections, mais il est parti à l'élection présidentielle. Pourquoi donc, à cette élection-ci, il s'arc-boute sur le code électoral en disant que c'est l'une des conditions? Je ne pense pas que ça soit ainsi. J'ai le respect pour ce parti ainsi que ses militants. Il y a certains de mes amis qui sont dans ce parti. À un moment donné, il faut dire la vérité aux Camerounais. Si un parti n'est pas amené à être un parti de gouvernement, il faut que le Camerounais le sache. Ne jouons pas au chat à la souris. On ne peut pas venir le 25 à, je ne sais pas si c'est à 19h ou 20h, dire que vous ne partez pas. On a vu M. Ndiamé à sa sortie de la prison. Dieu merci, il est sorti. Il est passé dans tous les plateaux télé, dit qu'il sera candidat à la Maître 5e. Maître Ndoki a fait la prison. On a même vu un de vos confrères dans le sud qui a dit qu'il était candidat. Donc il y a pas mal de personnes qui sont engagées, qui ont même dû faire beaucoup de sacrifices pour cela. Et que le professeur Maurice Kamto, d'ailleurs même dans les réseaux sociaux, certains de ses partisans le critiquent par rapport à cette attitude peut-être non concertée. Donc je trouve qu'à un moment donné, il faut que les partisans de Maurice Kamto essaient un peu de dire la vérité aux Camerounais. S'ils n'étaient pas prêts pour la préparation, parce que peut-être ils n'ont pas participé aux opérations d'inscription massive dans les listes électorales, il faut qu'ils disent que bon, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas pu faire, donc nous ne sommes pas en mesure d'aller. Je vous rappelle quand même que le SDF avait aussi pris cette position au départ, mais après l'analyse de Jean-Michel Wafo, qui a dit que ok, ils sont les partis au pouvoir. Si aujourd'hui ils ne partent pas, on ne sait pas ce que réserve l'avenir. Le chef d'État peut demain après-demain convoquer d'une manière anticipée une élection pour diverses raisons qu'on ignore, s'ils n'ont pas de conseillers. Et Jean-Robert Wafo, là où je salue la clairvoyance du SDF, qu'il faut, ce n'est qu'un conseiller, parce qu'ils sont un parti qui est amené à diriger. Donc tout parti qui accède au pouvoir doit pouvoir exercer le pouvoir dans un cadre normatif qui est régi par la Constitution.
C'est dommage que le MRC puisse vouloir être à côté de cela. Et je ne sais pas ce que l'avenir réserve pour ça. André Luther Mega, sincèrement, on a vu le RDPC lors de la présidentielle. Il y a une campagne de porte-à-porte. Est-ce que, en l'état actuel, pour une élection locale, pour ces élections locales, on peut battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest? Bon, c'est pas ce qui m'intéresse beaucoup. Non, c'est pour vous dire que les éléments évoqués par le MRC, en tête, il y a la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, la révision du système électoral, et enfin les tracasseries. C'est listé. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, on peut véritablement faire campagne, battre campagne dans le nord-ouest et le sud-ouest? Oui. Quel que soit le parti. La première des choses, c'est que je suis un peu gêné quand on parle toujours du MRC. Le MRC, c'est du passé maintenant, parce qu'ils ont décidé de ne plus participer aux élections. Donc, pour moi, c'est un non-événement, c'est du passé. Bon, moi, j'admire beaucoup déjà le MRC parce qu'ils sont des roublards. Ah, vous en parlez encore, vous dites que c'est du passé, mais vous revenez. Je reviens parce que effectivement, vous m'avez donné la fenêtre d'y entrer. Mais vous dites que vous n'en parlez plus, c'est du passé. Non, je suis gêné, mais pour le respect que j'ai par rapport à votre émission et les téléspectateurs, je suis obligé de parler du MRC, parce que pour moi, c'est du passé. Hein. Ils ont décidé de ne plus participer aux élections. Normalement, ils ne devraient même plus être invités sur les plateaux. La thématique est claire. Est-ce qu'avec tout ça, on s'achemine vers un report? C'est une interrogation. Peut-être qu'il faudrait encore que je revienne. Bon, je vous avoue aujourd'hui qu'on m'accuse beaucoup d'acculer le MRC. Hein, parce que, effectivement, comme c'est un parti dangereux qui veut apporter la déstabilisation, j'en ai fait, n'est-ce pas, un objectif principal. Parce qu'il faudrait effectivement reculer tous ceux qui veulent le chaos. Mais je vais encore expliquer aux Camerounais. Le MRC était face à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'ils avaient un certain nombre de problèmes d'investiture et de candidature sur l'étendue du territoire. Il y avait un déficit, il y avait un problème, n'est-ce pas, de régularité, d'irrégularité des dossiers. Alors, je crois que le professeur Maurice Kamto, je vais l'appeler comme ça parce qu'il a montré qu'il est un enseignant qui est malin. Il a pesé et sous-pesé, il a constaté que s'il s'investit dans l'élection, il y aura une sorte de décrédibilisation de son parti et effectivement de sa structure. Il a décidé effectivement de boycotter et de pouvoir créer une sorte de contagion affective sur les problèmes sensibles qui peuvent créer l'adhésion populaire, comme effectivement la question du nord-ouest et du sud-ouest, la question du code électoral et toutes les tracasseries qui peuvent exister. C'est un camouflage. Moi, j'appelle ça un camouflage. Et c'est tout à son honneur parce qu'effectivement, il a pu effectivement ne pas se dénuder devant les Camerounais. Mais tout Camerounais qui est intelligent, c'est effectivement que pour changer les institutions, pour pouvoir, n'est-ce pas, participer au changement dont ils veulent, il est effectivement important d'investir les institutions et c'est dans les institutions qu'ils peuvent, n'est-ce pas, pouvoir changer. Mais alors, s'ils attendent une éventuelle déstabilisation de l'Occident, cela n'empêche pas qu'effectivement qu'ils puissent être dans les institutions. On appelle ça en sociologie la théorie des jeux. C'est-à-dire la théorie des jeux, dans la théorie, n'est-ce pas, la théorie gagnant-gagnant. Donc, moi je trouve que même s'il faut jouer un jambo, en espérant qu'on va déstabiliser le pays et que ceux qui sont leurs alliés, qui sont les États-Unis, vont faire une invasion au Cameroun, cela n'empêche pas autant qu'ils soient dans les institutions. Donc pour moi, sur le plan, n'est-ce pas, de la logique, parce que je suis un logicien, ça ne tourne pas rond. Et pour moi, c'est, n'est-ce pas, une esbrouffe. Donc, pour revenir donc à votre question, je pense que le président Biya, dans sa technique, a toujours participé à ce qui est la paix au Cameroun. Et dans ses discours, il a toujours demandé à toutes les bonnes volontés de pouvoir participer à cette paix. Il y a eu le grand dialogue. Il y a eu un statut spécial qui est arrivé. Et ce statut spécial aujourd'hui crée des jaloux par rapport, n'est-ce pas, à ce statut, parce que vous savez très bien que les Camerounais se demandent quel sera le contenu de ce statut. Est-ce qu'il y aura des Camerounais supérieurs aux autres? Donc pour moi, je pense que tous les partis politiques qui sont engagés dans, dans ce pays devaient savoir qu'il y a élection en 2019.
Et pour moi, ce que nous, on nous a appris au RDPC, c'est que la préparation de l'élection commence quand une autre élection finit. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire aujourd'hui à Equinox, et bien évidemment dans tous les médias qui soutiennent Maurice Kamto et qui lui posent pas des questions essentielles, me dire qu'il n'était pas prêt, il y a eu des problèmes anglophones, alors qu'eux-mêmes ils étaient engagés pendant la crise anglophone à l'élection présidentielle. Mais c'est une situation extrêmement égoïste. Les psychologues vont plus loin, parlant d'égotique. On ne peut pas caporaliser tout un pays, on ne peut pas caporaliser toute une élection parce qu'on veut être appelé président élu et ne pas participer aux élections pour les autres qui sont effectivement engagés dans cette élection. Donc pour moi, c'est un non-événement que vous me parliez de la crise anglophone parce que le professeur Maurice Kamto a participé à l'élection présidentielle pendant la crise anglophone. Donc le SDF parle de la crise anglophone, hein, André Luther. Oui, ben écoutez, vous savez, hein, moi je suis très informé de cette situation. Pourquoi le MRC fait la pression sur le SDF et sur mon ami Cabral Libi pour que vous avez des éléments de preuve qui... Mais le MRC fait la pression? Mais je vous dis, et je regarde les téléspectateurs droit dans les yeux, que le professeur Maurice Kamto est en train de faire pression sur le SDF, de dire qu'il veut démontrer que le SDF concubine, excusez-moi du terme, avec le RDPC parce qu'ils vont participer aux élections, parce qu'ils sont républicains. Et il y a même des lobbies qui vont jusqu'à menacer Cabral Libi, que si les candidats, il ne va plus faire les tournées en Europe, ils sont obligés de faire un geste. Vous allez dire à mon ami Cabral Libi de ne pas aider le MRC. Vous allez, je parle au président Joshua aussi, n'aidez pas le MRC. C'est sur cette chaise où je suis assis que le maître Sikati est venu dire que l'opposition n'a pas aidé Kamto à sortir de prison. Alors que sur ces plateaux, j'étais avec des opposants qui demandaient à l'unanimité la libération de Maurice Kamto. Ce sont des partis ingrats. Ne les soutenez pas. Ne partez pas avec eux. Ce sont de mauvais partis. Quand vous allez faire ce que vous faites là, en disant la crise anglophone, c'est bien beau, nous voulons tous la paix, en disant il faudrait rallonger, ils sont en train de dire que c'est eux qui sont en train de faire ça. Donc ils vont rafler la mise. Il faut faire attention. Ou vous êtes des partis républicains, vous vous investissez à l'élection, non pas pour suivre les élucubrations du MRC, qui est pris dans son propre piège, ou effectivement vous allez suivre le MRC. Mais à la fin, ils vont vous dire que vous êtes des suivistes et que vous êtes en train de faire leur jeu. Oui, d'abord, Valérie Nienck. Bien, j'espère, Serge Alain Auto, que j'aurai suffisamment le temps de répondre à mon copanéliste, M. André. Déjà, je vais commencer par une remarque. Vous avez posé la question à M. André. André battre campagne dans le Nozo. André, c'est très charmant. Hein, comment cela se fera-t-il? Il n'a pas répondu à cette question. Il n'a pas dit comment est-ce qu'ils vont faire pour battre campagne dans le Nozo. Ça devrait tout dire. Bien. Maintenant, je m'en vais. Vous avez dit, Monsieur Meka, quand vous dites que vous êtes gêné parce qu'on ne parle que du MRC. Monsieur Serge Anoto, il me souvient que lorsque vous invitez des gens ici, vous leur faites part de la liste des invités. C'est bien cela. Vous saviez que le MRC serait présent. Si vraiment vous étiez cohérent dans vos pensées, vous ne viendriez pas ici. Mais vous êtes là. Ça prouve une incohérence. Mais venant du RDPC, c'est pas trop étonnant. Bien. Vous avez dit, monsieur, le MRC a une irrégularité dans ses dossiers. Pouvez-vous démontrer cela? Je ne suis pas sûre. Je doute fortement. Parce que, je le dis à tous ceux qui ne le sauraient pas, au MRC, nous avons déposé 320 dossiers pour les municipales. 320. Et plus d'une centaine de dossiers pour les législatives. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai composé mes dossiers pour ces élections. Personnellement. Et naturellement, comme tous mes autres camarades, j'ai subi des injustices de l'administration qui est complice du RDPC. Monsieur mon copanéliste, j'ai l'impression que vous semblez vouloir jouer avec les émotions de nos téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour faire dans l'émotion. Nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour donner la bonne information. Et comme vous avez dit, pour nous, c'est ce que je dis de vous, on n'est pas ici pour faire du camouflage. On est là pour tout déballer. Et tout déballer, c'est simplement que
l'administration qui va avec le RDPC, vous faites tout pour que ce pays se porte davantage mal. C'est pour cela que le professeur Kamto s'est opposé et s'est retiré de ces élections. Le professeur Kamto assume ce retrait des élections. Vous avez dit, de la même façon que M. Ndjok ici présent, pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi ne s'est-il pas retiré avant? C'est bizarre. Mais vous, en venant ici en tant que panéliste de ce plateau, le MRC étant invité, vous devriez quand même prendre le temps de lire, n'est-ce pas, le discours du président national du MRC. Parce que dans son discours, il a été très clair. Vraiment très clair. Il l'a dit, une fois, il est parti. Ça, c'était en 2013. Et il s'est passé ce qu'il s'est passé. On ne revient pas dessus. Mais après ce qui s'est passé, il a appelé, il a interpellé l'administration. Il a dit, vraiment, il y a un problème au niveau du code électoral. Veillons le changer. Monsieur Kamto, il l'a fait. Et si vous vous souvenez, j'espère bien, même si je pourrais en douter, après qu'on ait voté le nouveau code électoral, monsieur Kamto a fait une sortie. Allez bien chercher ce qu'il a dit dans cette sortie, en 2012. Bien. Maintenant, après 2013, il a postulé encore pour les élections présidentielles. Et là, vous nous avez fait ce que vous nous avez fait. On est passé. Mais ce qu'on doit comprendre, et ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que, en dépit de tout ce que le professeur Kamto il a dit, quand il postulait pour aller aux élections présidentielles, pour avoir la tête de ce pays, il avait pour intention justement, et il l'avait dit lors de son projet politique, il avait dit que la crise du Mozo serait sa priorité. Malheureusement, il n'a pas pris la tête. Alors, on a dit, une fois, ça passe, 2 fois, ça lasse, 3 fois, ça casse. On s'impose maintenant, ou alors on impose au gouvernement de prendre des mesures pour que ce pays ne soit pas divisé. Parce que ce que le MRC veut, c'est que nous restions unis. Mais vous avez tendance, vous, de votre côté, à vouloir que nous soyons divisés. Nous ne le serons pas. Rassurez-vous-en. Okay. Jodel Kayo, pour le SDF, Joshua Nabangui aussi pense qu'il faut que ce soit résolu, le problème, la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest soit résolue avant le 9 février, date du double scrutin. Est-ce que d'ici là, le 9, si on met du contenu dans ce fameux statut spécial, on peut voir le SDF revenir à de meilleurs sentiments? Effectivement, vous savez, je suivais encore hier le représentant du SDF sur ce plateau dit que c'est leur bastion. Ils ont intérêt à ce que la paix revienne dans cette zone-là. Moi, je le dis peut-être naïvement. La paix passe par le statut spécial? Peut-être. Pour un début? Pour un début, parce que vous savez que même au niveau de cette zone anglophone, les populations attendent ce statut-là. Parce qu'il y a beaucoup d'espoir dans ce statut-là. Ce statut, peut-être ça traîne, ou pour des raisons peut-être de perfection, on a tendance à vouloir prolonger cette surprise-là, mais il y a une attente de la population et des politiques. Si le SDF demande à ce que les choses mettent la pression, parce que je vois beaucoup plus la sortie du SDF comme une certaine pression. Vous savez, l'honorable était au grand dialogue. Oui. Il sait comment cela s'est déroulé. C'est quand même une personne qui est très souvent consultée, très souvent appelée. Je pense que ces derniers temps, je ne vais pas parler de mots, mais la tendance est à ce qu'on dialogue de plus en plus avec l'opposition. On appelle, on écoute chacun, même pendant le dialogue. MRC y est allé, même s'ils n'ont pas participé. Donc vous voyez qu'en personne avertie, je pense que le SDF, c'est légitime de la part du SDF de mettre la pression. Moi, je voulais parler plus en termes de pression. Pour dire au chef de l'État, mais le grand dialogue est fini. Vous avez parlé du statut spécial. Vous êtes encore allé, vous rappelez, en France. Oui. Il est revenu là-dessus. On s'attendait à ce que le lundi qui arrivait, on ait ce fameux statut. Ce n'est plus une surprise, c'est le contenu qui est important. Oui. Dans ce contenu, qu'est-ce qu'on y met? Si ce contenu correspond par exemple à ce que nous voulons, effectivement, ce qui concerne la décentralisation, si les populations de la zone anglophone savent qu'à travers ce statut, ils sont d'une manière ou d'une autre autonomes, parce qu'on le veut ou pas, ça va en quelque sorte apaiser ceux qui voulaient du fédéralisme, vous savez.
Et ça va conforter le SDF dans cette posture de fédéralisme-là. Vous savez, ils ont toujours, moi je le dis encore, c'est le seul parti qui a une certaine clairvoyance sur cette crise anglophone, qui a dit de manière claire ses positions, qui a toujours martelé, qui a toujours été plus ou moins avant-gardiste même dans les discours, dans les propositions face à cette crise anglophone. Moi, je pense que cette revendication est légitime vis-à-vis du SDF, parce que c'est leur bastion, parce que c'est un parti qui a son âme dans cette partie-là. Cette crise-là a tué l'homme du SDF. Il faudrait que les gens le savent et qu'on ne pense pas que le SDF fait de la surenchère. Moi, je trouve que en le disant, c'est une cohérence, c'est même une constance. Mettre la pression au chef de l'État en disant, écoutez, il faudrait qu'en allant aux urnes, moi je dirais même avant le 25, le 25 ça commence la campagne. Le 25 janvier, il faudrait que, parce que ce pays fonctionne comme ça, il faut mettre la pression. On est laxiste. Si vous ne secouez pas les gens, si vous ne dites pas la vérité, si vous ne martelez pas, personne ne comprendra jamais rien. On a secoué pendant 3 ans, il n'y a pas eu de dialogue. Oui, mais il y a eu quand même dialogue. Non, je dis pendant 2-3 ans. Oui, mais on a secoué pour que... Oui, il secoue, ça va prendre on n'a pas assez secoué pour... Il faudrait bien, moi je pense qu'il faudrait mettre la pression, mais alors à fond. Oui. Pour que les gens comprennent que ça ne sera plus comme avant. Oui. Les choses changent. Nous voyons ce qui se passe ailleurs. On a les réseaux sociaux. On a les esprits qui s'ouvrent de plus en plus. Les gens voyagent. Aujourd'hui, le matin, on est à Goma, je sais pas, quelque part à Tombel. Le soir, on est à Washington. On voit comment les choses se passent. Ça ne sera plus comme avant. On ne peut pas faire croire aux gens que la politique s'est apprise aujourd'hui. Le SDF a un passé politique. Je ne voudrais pas qu'on englobe ce parti-là, au moins sur ce qui concerne la crise anglophone, dans l'émotion que certains veulent faire passer aujourd'hui. Il est très important que les Camerounais sachent que nous attendons les résolutions du grand dialogue et nous voulons savoir de quoi parle ce fameux statut spécial, au moins avant le début de la campagne, pour que les gens puissent aller battre cette campagne là-bas sereinement. Le statut spécial peut réorganiser même la défense, sécuriser davantage les populations. Sécuriser, vous savez que les gens ne sont pas allés battre campagne à la présidentielle pour cette même raison-là. Nous aimons bien le Cameroun, mais nous aimons davantage nos familles. Laissez une veuve avec des orphelins, ils vous en voudront toute la vie. Mais si le statut spécial arrive et qu'on sait que maintenant, vous voyez même par rapport à la constitution de ces dossiers, n'allons pas au statut spécial. Il y a eu des mesures qui ont été prises exceptionnelles pour le dépôt. Hein? Mais pourquoi ça traîne autant? On doit aller rapidement. On est au cercle de vitesse. On est toujours laxiste. Le grand dialogue est arrivé. On est quasiment 2 mois après. On ne sait pas où on va. On met la pression. Permettez-nous à André Luther de nous dire pourquoi ça traîne. Pourquoi le RDPC, le pouvoir, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, disons que à ce que je constate, c'est que nous sommes tellement convoités par les partenaires internationaux, par des instances. Il y a un balai diplomatique qui fréquente le président Paul Biya. Et j'ai l'impression que le président Paul Biya voudrait effectivement aussi recueillir les avis. Encore les avis? Bien recueillir avant le grand dialogue, ça continue. Non, l'abondance ne tue pas. Sur cette présence. L'abondance ne tue pas. Donc c'est cette aux diplomates. Oui, après le journal. L'abondance ne tue pas. Voilà, on revient après le journal. Le temps d'observer notre première pause et aller à la rencontre de la charmante Nadine Yambou pour les titres du 20h. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain Autour. Au menu du 20h ce soir, nous reviendrons sur la déclaration commune de la mission de l'Union africaine, de la francophonie et du Commonwealth au terme de leur séjour au Cameroun. Ces émissaires de la communauté internationale appellent notamment le régime de Yaoundé à mettre en place des mesures urgentes, notamment afin de mettre fin au conflit armé qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et également à implémenter les résolutions du grand dialogue national. La synthèse de ce communiqué final, c'est à suivre au 20h sur Equinox Télévision.
Nous reviendrons également, Serge Alain, sur cette session du Conseil électoral tenue ce vendredi à Yaoundé. L'organe en charge des élections se donne donc 10 jours pour pouvoir donc examiner les dossiers et rendre public les listes validées. Il faut également préciser qu'aucun délai de grâce n'a été accordé aux partis notamment qui ont voulu un délai de grâce notamment pour le dépôt des dossiers de candidature. Et enfin, nous irons également voir l'hommage rendu aux élèves décédés à Ndjombe dans le département du Mungo, région du littoral Serge-Alain-Otto. Voilà, Nadine Yambou, c'est tout à l'heure, le 20h. Madame, Messieurs, on va donc se retrouver après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite, donc, je vous l'ai dit, au journal de 20h de Nadine Yambou. Voilà, Madame, Messieurs, dans un instant, la suite, Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Valérie Niek, André Luther Meka, Jodel Kayo et Jean-Jacques Ndjok. Jean-Jacques Ndjok, la sortie de votre président national hier, il évoquait demandait que l'ECAM puisse revoir ce petit problème-là, ce désagrément qu'a subi un certain nombre de vos candidats. C'était le préalable. Qu'est-ce qu'on doit en déduire aujourd'hui? Vous n'y allez pas en février 2020? Le communiqué du président était très clair. Oui. On pourrait ne pas prendre part. Ah, on pourrait. Il est très clair. Oui. Mais il a toujours été celui qui s'est un peu attiré l'attention de la société nationale et internationale sur un certain nombre de dysfonctionnements qu'on peut constater dans la gestion des choses de la nation. Donc maintenant, il se trouve que le corps électoral rencontre à travers la construction des dossiers des candidats un certain nombre de problèmes. Il s'est levé comme un leader, il a attiré l'attention et a demandé, comme il a toujours fait par le passé, à ce que le Conseil électoral essaie de tirer les conséquences de cette difficulté. Est-ce que vous êtes déçu ce soir? Oui, c'est toujours décevant quand les pouvoirs publics, à travers leur démembrement, ne peuvent pas écouter les populations. Parce que quand les pouvoirs publics mettent en place les organisations, c'est pour que ces derniers puissent un peu concourir au bien-être et à l'épanouissement des populations. Dès lors que les populations peuvent avoir des frustrations par rapport à une oreille non attentive à leurs problèmes, on peut toujours arriver à des situations très incontrôlées. C'est là où j'interpelle par moment mon ami Meka sur le comportement du parti au pouvoir vis-à-vis de cela. Je pense que quand un leader comme Cabral prend le temps d'attirer l'attention du corps électoral, du conseil électoral, oui, ainsi que les autorités, en disant que faites attention, il se trouve que dans le pays, pas seulement le PCRN, mais la plupart des partis ont des difficultés par rapport à leur dossier. Vous avez vu, la représentante de MRC sur ce plateau a évoqué aussi ce problème. Donc, le pouvoir public, à travers son démembrement, devrait prendre ce problème à corps. Mais on est surpris que la réunion de ce jour, M. Sousset et le directeur de l'ECAM arrivent ils arrivent à des conclusions. Du conseil électoral. Voilà, ils vont juste statuer sur les 10 jours que prévoit l'article pour sortir 10, les listes. pour sortir les listes là. Mais c'est décevant. Nous allons toujours continuer le combat pour que les droits des uns des autres puissent être respectés. Mais comme j'ai dit, on est un parti républicain qui est amené à exercer le pouvoir. Et le président Cabral en tirera les conséquences sur le communiqué de ce soir. Okay. Mais comme c'est un fervent défenseur des droits des uns des autres, je pense qu'il ne manquera pas à nouveau d'attirer l'attention des pouvoirs publics par rapport à ça. Ok. André Luther Meka, est-ce que cette revendication du PCRN était à votre avis légitime? Est-ce qu'elle pouvait prospérer? Disons que d'après les textes, cela ne pouvait pas prospérer, puisque les textes disent qu'après dépôt, oui, on ne doit ni faire le retrait des dossiers, ni faire la modification. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un débat juridique, le juridisme sur cela, où on disait qu'effectivement,
le conseil électoral pouvait permettre à ce qu'on puisse compléter les dossiers. Et d'autres juristes disaient même que effectivement le contentieux électoral du municipal n'est pas au conseil constitutionnel, c'est à la chambre administrative. Donc automatiquement, le conseil électoral peut prendre la mesure de la situation et permettre cela. Mais à la vérité, c'est quoi? On ne doit pas être conséquent de l'impréparation des autres. Hein? On ne peut pas être conséquent de ça. Si les gens ne sont pas préparés, il ne faut pas qu'ils mettent cela sur le RDPC. Mais ils disent justement qu'ils ont rencontré des écueils là. C'est ça qui... Les élus qui sont absents et tout ça, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Les dossiers n'étaient pas prêts. Ce n'est pas que les dossiers n'étaient pas prêts. C'est chargé de donner une légitimité. La chance que moi j'ai sur ce plateau, c'est que moi-même j'ai effectué ce dossier. C'était pas facile. Lorsque les gens disent des choses au quartier, oui. Nous on avait près de 10 documents remplis dans le RDPC. On avait, n'est-ce pas, le document d'investiture, le document, n'est-ce pas, état de service. On avait le document de discipline, engagement à l'honneur. Tout cela, il fallait effectivement que tout cela soit, n'est-ce pas, rempli et que cela soit signé. Par exemple, sur le document de candidature et l'engagement à l'honneur, ça devait, en 500 exemplaires, être signé au commissariat. Hein? L'attestation de non-redevance aux impôts, certificat de domicile. On vous a demandé l'argent aussi? On ne m'a pas demandé l'argent, moi je suis surpris. On ne m'a pas demandé de l'argent. D'ailleurs, je suis fonctionnaire, donc je n'ai pas besoin. J'ai mis mon bulletin de paye et puis on m'a établi cela. Et j'ai même été très surpris On ne demande pas l'argent aux fonctionnaires? Non, vous faites une demande avec le timbre et on vous établit cela. Donc, mais j'ai rencontré beaucoup d'opposants, on a fait ces dossiers ensemble. Oui. Donc, lorsqu'on décrit cela, je ne sais pas si c'est dans un autre monde ou peut-être c'est la surenchère politique. Non. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est que, vous savez, les hommes politiques, ils sont dans la surenchère permanente. Parce qu'on ne peut pas endosser l'impréparation des autres. Moi, j'ai commencé le dossier il y a un mois. Oui, j'ai commencé le dossier il y a un mois. Lorsque on annonçait l'imminence d'un appel le 11 novembre. Mais j'étais déjà au village pour faire signer mon dossier par rapport, n'est-ce pas, on a dit au mairie l'extrait d'acte de naissance. Donc, il y a une impréparation des partis politiques qui doivent prendre la mesure, les conséquences de cette impréparation. Et c'est cette impréparation qui amène à ce qui est, n'est-ce pas, écrit partout. Le MSC pleure là-bas, ils disent que maintenant c'est le nord-ouest, le sud-ouest, le président Cabral. Mais André Lutemeka, vous êtes quand même au courant de ce que dans certaines localités, on revient toujours sur une Consamba deuxième où l'autorité refuse de signer le certificat de résidence ou bien de domicile au candidat MRC. Ce n'est pas un problème de préparation. Moi, je n'ai pas ces informations. Mais vous n'êtes pas au courant de Consamba deuxième? J'entends parler. Vous avez vu le professeur Foguet? Non, j'entends parler. J'entends parler oui. Des récriminations et certainement des accusations. Oui. Mais pour être un homme politique et pour être avec les politiciens, je doute beaucoup, n'est-ce pas, du compte rendu qui est fait, n'est-ce pas, des autorités. Mais je peux vous dire que une autorité a un certain nombre d'informations qui lui permettent, n'est-ce pas, soit de poser une fin de non-recevoir, soit, n'est-ce pas, de signer un certain nombre de documents. Et ce que j'aimerais dire même aussi aux téléspectateurs de Kinos Télévision, c'est que nous tous, on était dans l'ambiance des dossiers, même les maires. Les maires étaient en compétition. Hein? Donc ça veut dire que... Mais ça impacte sur ceux qui ont besoin de services. Parce que justement, Cabral dit, entre autres tracasseries, refuse de signer les pièces des dossiers de candidature par les élus municipaux. Il y a l'extrait d'acte de naissance, certificat de domicile et même d'autres éléments. C'est-à-dire que les élus n'étaient pas présents à leur poste parce qu'ils devaient eux aussi chercher les investitures. Maintenant, la question de fond qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'était un refus ou une sorte d'indisponibilité matérielle d'être présent au service? Parce que la difficulté, et quand nous faisons le débat, il est aussi important de réfléchir pour corriger l'avenir. Voilà pourquoi tout à l'heure, on a dit que si le maire n'est pas là, il y a les adjoints. Si le véritable problème n'est pas là, il y a
Ceux qui ne sont pas en compétition ne peuvent pas vous parler avec autorité comme je vous parle. Je dis que nous tous, on était en branle-bas. Oui. Même les agents mais sont en compétition politique. Donc, je me dis que peut-être à l'avenir, non seulement les partis politiques doivent, à partir déjà du moment où ils savent qu'il y aura convocation du corps électoral, se préparer en conséquence, et l'administration se préparer à mettre des commissions qui peuvent, n'est-ce pas, de façon urgente, signer les dossiers en permanence ou se relayer lorsque les autorités ont, n'est-ce pas, doivent aussi faire ces dossiers. Mais j'attire l'attention de tous les Camerounais sur la surenchère verbale politique. Parce que si un leader d'opposition ou un militant de l'opposition n'arrive pas à faire ses dossiers, il ne va pas dire que je n'ai pas pu parce que je n'étais pas prêt. Il va venir vous dire que l'administration n'était pas là, le régime de Paul Biya a failli, et c'est ce qui m'inquiète un peu. Par exemple, lorsque vous voyez le MRC, qui aujourd'hui vous dit que la crise anglophone, quand ils étaient à l'élection présidentielle en 2018, quand ils étaient en compétition, ils n'ont pas parlé de la crise anglophone. Aujourd'hui, ils viennent parler de la crise anglophone. Ils parlaient de refus de signature des dossiers, alors que nous savons tous, et nous avons eu ces informations, que beaucoup de dossiers du MRC étaient incomplets. Donc pour moi, je prends beaucoup avec des pincettes toutes les déclarations qui sont faites par les opposants. Non, il y a les opposants. Je ne peux pas laisser passer ce que vient de dire M. Meka, quand il dit que lui commençait déjà par préparer son dossier. L'élection a été reportée par 3 fois de suite. Imaginez qu'on a préparé les dossiers, les papiers, c'est un dossier qui dure 3 mois. On a reporté les présidentielles. Donc on s'attendait, même le plus souvent, l'histoire du chef d'État, il n'a jamais sorti, mais là, c'est le moment où il a fait un décret le dimanche. C'est difficile qu'il fasse un décret le dimanche. Donc ça a surpris tout le monde. On suivait votre confrère, le droit de réponse de dimanche, où on a vu que le décret est sorti. Donc il n'a pas habitué ses concitoyens à sortir un décret le dimanche. Donc on s'attendait encore qu'il prolonge pour 15 jours, ce qui restait entre le mandat des conseillers. Mais il a dit donc je pense que ce que il a dit, peut-être il avait les informations que nous autres on n'en avait pas. Oui. Donc tous les membres du RDPC ont préparé les dossiers parce qu'ils avaient les petits papiers, la convocation qui était imminente. Mais tous les partis politiques et nous autres, on savait, comme il a habitué les populations à reporter, il pouvait aussi décréter pour diverses raisons que c'est encore reporté. Donc on attendait à avoir l'effectivité du stand et c'était un dimanche. Il fallait que les gens qui sont à Batibo, un peu partout, qui courent par-ci par-là pour aller chercher les documents. Donc je pense qu'avec un peu d'humilité, M. Meka, vous pouvez faire votre mea culpa parce que votre parti a beaucoup plus encouragé les populations à ne pas faire ces dossiers avec aisance. Vous n'avez pas de responsabilité là-dedans. C'est le RDPC et les autorités. Mais parce que la plupart des autorités sont sous votre responsabilité. Une élection qui est connue depuis des années. Oui, mais c'était quelle aura lieu? Oui, mais c'était le parti commun. J'ai envie de rigoler. Non, je ne reportais pas 2 fois de suite. Oui, donc faisons attention. Jodel Kayo, sur cette décision du Conseil électoral, elle vous surprend? Vous attendiez à ça? Je m'y attendais, mais vous savez, on est dans un pays assez spécial. Ce matin déjà, je suis à côté d'André Luther Meka qui a fait circuler sur les réseaux sociaux une rumeur comme quoi on aurait accordé à Cavalibri cette doléance-là. Donc on est dans un pays où tout peut arriver, on est toujours dans cette posture-là. Et c'est ce qui rejoint, je rejoins aussi M. Ndiok dans ce sens-là. On est là, on sait ce qui doit arriver, mais on n'est jamais véritablement sûr. Si on avait accepté la requête de M. Cabral Libri, on ne serait pas surpris et on ne se serait pas forcément attendu à cela parce que, au fond, on fait toujours penser parfois que oui, nous sommes légalistes, le président de la République, lui, est légaliste, mais on réussit toujours quand il y a une certaine volonté, soit politique, soit par souci de, je voudrais dire, de jeu. C'est-à-dire qu'il y a quand on veut assembler les cartes pour aboutir à quelque chose, on réussit toujours à sortir une dernière touche, une dernière carte. Nous savons que nous sommes un pays régi par une constitution, qu'on essaye parfois d'être très républicain à travers les textes, à travers nos lois, mais on a toujours ce spectre-là qui est qu'on n'est jamais sûr de rien. Pour une fois, c'est bien de reconnaître que ça n'a pas été accepté, mais le Cabral Libri, je suis persuadé qu'en allant à cette requête-là, avait aussi un minimum d'espoir, parce que dans ce Cameroun, on sait que
l'essentiel parfois, c'est de poser le problème. Maintenant, si en face de vous, vous avez des personnes un peu indulgentes, ceux qui font la pluie et le beau temps, le RDPC, si le RDPC avait voulu, et je vais un peu me moquer de mais dans ce sens qu'il a dit à travers son poste que on aurait accordé cela à Kabalibi. C'était dangereux de le dire, mais ça aurait été possible. Vous dites que d'une manière ou d'une autre, c'est eux qui mènent ce jeu-là, et ça aurait été d'une volonté du RDPC, ils auraient accepté. Donc, on est surpris parce qu'on a rejeté, mais en allant là-bas, peut-être il y a eu un problème de négociation. Nous savons tous qu'il y a des choses que nous ne savons pas. Il y a des rencontres qui se font au sommet. On ne sait pas exactement ce qui a eu lieu, mais du fait qu'il y avait déjà cette rumeur-là, je pense qu'il y a un pion qui n'a pas été bien ajusté, qui a fait qu'on applique définitivement cette loi. On ne va pas dire au Cameroun que nous appliquons tellement la loi que ce serait seulement sur cet aspect-là que la loi a été appliquée. Mais non, vous savez très bien que quand ça arrange le parti au pouvoir, quand ça arrange les institutions, on applique la loi. Quand ça n'arrange pas, on la contourne, on la fabrique, on la moule en fonction des intérêts. Donc tout peut arriver dans ce... Et même moi j'ai suivi jusqu'à présent dire que on pourrait encore ne pas assister à ces élections-là en février. Si, en fonction de toutes les pressions, et je pense qu'on va arriver sur le sujet par rapport à toutes ces audiences-là, est-ce que, vous voyez, une atmosphère où on sait qu'on va aux élections, mais on a toujours une petite réticence, et c'est comme ça que le Cameroun évolue. À chaque fois, on dit qu'il y aura élection, à la veille, on dit non, ça a été reporté, on demande aux gens de se préparer un an avant, mais je vous dis, dans ce pays, même pour un petit menu, un repas à la maison, c'est difficile de faire des projections à long terme. On vit vraiment jour au jour le jour. On est prudent parce que si on va trop vite, on se fera rattraper par les réalités. Ok, Valérie. Bien. Sérieusement, autour, ce que moi je peux dire déjà, pour commencer par Monsieur Ndjok, oui. Tout à fait, quand il dit au PCRN, on pourrait ne pas y prendre part. Mais on a envie de dire au PCRN, de qui se moque-t-on? Vous pourrez ne pas y prendre part. Les Camerounais doivent comprendre par là l'individualisme que cela dénote. Au PCRN, vous semblez être extrêmement individuel. Parce que vous ne pensez qu'à vous. Vous avez fait une demande, ça n'a pas été accordé, mais vous dites quand même que non, en fait, ce pourrait ne pas être cela parce que soyons, n'est-ce pas, un peu au-delà de certaines choses. Bien. Il est important que les Camerounais sachent que au MRC, le MRC pense comment? Le MRC pense pour tout le monde. Monsieur Meka, il l'a dit tout à l'heure, le MRC pleure. Oui, Serge Loto, le MRC pleure. Mais que pleure le MRC? Le MRC pleure les morts qu'on a eu dans le Nozo, dans l'extrême nord, et j'en passe. Oui, on les pleure au MRC. Le MRC pleure la paix dans ce pays. Oui, on pleure ça au MRC. Mais le MRC ne pleure pas les postes. C'est vous, au RDPC, qui pleurez les postes. La preuve, vous avez dit tout à l'heure que on aurait mieux fait de ne pas inviter le MRC ici. Mais vous ne faites qu'en parler du MRC. Vous pleurez les postes, Monsieur Meka. Bien. Pour continuer, quand on dit, effectivement, Madame Kayo a dit, le pays qu'est notre cher et beau pays, le Cameroun, est un pays très spécial. C'est vrai, nous sommes dans un pays très spécial. Au point où certaines choses vraiment ne nous étonneraient plus. Vous savez, la tripartite de 96 n'a pas été effective. Quand on prend le plan de la décentralisation. Oui, cela n'a pas été effectif. 1991. Exactement. Merci. On n'a rien fait pour la décentralisation. Ok, c'est passé. Quand on vient au niveau de le report ou la prorogation des mandats de nos députés et de nos maires, souvenez-vous, quel était l'objet de la prorogation des mandats pour ces gens? C'était la crise du Nozo, laquelle n'a pas été résolue. On est passé. Quand on revient maintenant au niveau du grand dialogue national, quand le président, votre président, convoquait ce grand dialogue national, qu'avait-il dit?
C'était pour résoudre la crise du Nozo. Maintenant, vous voulez aller aux élections. La crise du Nozo n'étant pas résolue. Où va-t-on? Vous nous démontrez par ici que le RDPC est hyper égoïste. Il n'y a rien d'autre qui vaille. Mais chez nous, c'est exactement ce que nous déplorons. Cet égoïsme, cet égocentrisme, cet individualisme. Chez nous, au MRC, nous sommes humains. Et en tant que tels, nous ne pouvons pas aller à ces élections si tant est que, ne fût-ce que, la résolution de la crise du Nozo ne soit faite. Nous n'irons pas. Et nous l'assumons pleinement. Ok, Jean-Jean Diok, pour vous, on ne parle pas trop du système électoral au PCRN. Il vous arrange? On ne parle pas trop de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est pas votre... Vous parlez seulement de tracasseries administratives. Non, écoute, ce que je vais dire, c'est que c'est très simple. Oui. Chaque parti est individuel. Je l'assume. Okay. Le MRC ne nous a pas aidé à créer notre parti. Nous non plus, on n'a pas aidé, donc c'est normal qu'on soit individuel. Non, je n'ai pas parlé du MRC. Non, je vais répondre à Mme Niette que j'assume cela. Le PCR est un parti individuel qui a ses militants. Le MRC est un parti individuel qui a ses militants. On n'est pas une association de partis pour discuter, non. Ils ont pris la décision de ne pas aller. Ils ne nous ont pas demandé, ils n'ont pas appelé le SDF. Nous avons constaté à notre niveau les irrégularités. Notre leader a pris soin de dire que, au regard de ce qu'il a constaté, il est remonté du terrain et après avoir discuté avec certaines autorités, il a estimé, comme a dit M. Meka, de faire cette demande. Maintenant, le conseil électoral a estimé que pour lui, il ne pouvait pas faire accepter cette demande à M. Cabral. Bon, on prend acte, le leader va se prononcer et on en tirera les conséquences. Il a toujours eu à parler beaucoup plus de tout ce qui concerne le Cameroun. Si vous regardez un peu l'historique de toutes ces interventions sur votre plateau, sur vos confrères, il a toujours martelé. Il fut même l'un des rares leaders à aller à Batibo et risquer sa vie pour aller voir. Il était là-bas, vos collègues l'ont interrogé. Donc dire aujourd'hui qu'il ne peut pas se préoccuper, tout ce qu'il dit c'est qu'il ne faut pas que les leaders nous tournent en bourrique. En 2008, lors des émeutes, le professeur Kamto était encore au gouvernement. Les lois qui qualifient de liberticide, c'est lui qui a contribué à cela. Où il disait qu'un civil pouvait être jugé au tribunal militaire. Lui, il était là-bas, il a critiqué que ces lois étaient liberticides, il les a écrites. Donc il ne faut pas moins être cohérent avec ce que nous faisons. Le code électoral, à un moment donné, on a dit que son cabinet était... Le code pénal, à un moment donné, on disait que son cabinet était impliqué là-dessus. Donc je veux à un moment donné que les leaders soient un peu cohérents. Le MRC ne peut jamais nous entraîner dans une démarche qui n'est pas la nôtre. Nous avons une démarche cohérente, prospective et qui respecte les engagements que nous prenons vis-à-vis de nos militants et de la vision que le leader Cabral a du Cameroun. Donc nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans les turpitudes du MRC si en interne, ils n'arrivent pas à s'organiser et qualifient des autres partis qui ont une vision de leur pays de partis égocentriques. Donc je les laisse le MRC dans le problème. Mais les préoccupations du code électoral sont les nôtres. Voilà. On les a décriées toujours. Mais la constante est que en 92. Vous n'en faites pas un préalable pour les élections 2020? C'est ça ma question. On aurait dû les faire depuis le début. Tous les partis d'opposition en 92. On est parti aux élections avec ONEL 1 et ONEL 2. C'est le même code. Donc les partis qui nous ont précédés auront dû faire ce préalable. Nous, on en fait régulièrement. Mais, comme on a dit Meka, pour changer les choses, il faut être dans les institutions. Pour changer les choses, il faut être dans les institutions. On ne les change pas dans la rue. Célestin Diamant disait ici lundi que pour troubler la messe, il faut être à l'intérieur de l'église. Voilà. Jodel Kaye. Oui, bon, je ne vais pas le prendre littéralement pour dire que moi, je vais dire quoi, l'appropriation ou l'appréciation quand les personnes de la politique sont un peu biaisées et peut-être partisanes. Parce que quand on intègre un parti politique, il faudrait savoir déjà quelle est la démarche de ce parti politique, quelles sont ses idéologies et ses idéaux. Si on vient dans un parti politique pour être investi, il y a de fortes chances que, bon, pas forcément investi, parce que je me souviens que M. N'Djamène a toujours eu ce problème-là, où il se trouvait, au SDF déjà,
il n'y avait pas eu un problème forcément lié au dépôt de candidature. Il est aussi parti de là. Est-ce qu'il partira du MRC? Je ne sais pas. Et je voudrais dire que je suis peut-être la seule qui n'a pas le statut ou une carte de parti politique ici pour dire que les positions du RDPC, du MRC, du PCRN sont légitimes. Vous êtes la seule sur ce plateau? Oui, je suis la seule qui... Donc moi j'ai une carte, non? En dehors du modérateur. Pour dire qu'ils vont se défendre comme ils pourront. Mais moi, avec mon regard un peu... avec beaucoup de recul, je dirais que... Qu'est-ce qui est prioritaire dans ce qu'on défend? Qu'est-ce qui est prioritaire? Quand on s'engage en politique, c'est pour servir qui? Si c'est la population, la priorité doit être commune. Et je crois que la priorité aujourd'hui, c'est cette crise-là. Ceux qui se révèlent aujourd'hui, résoudre d'abord la crise. Il faut résoudre cette crise parce que c'est une crise. Comment? Il faut mettre la pression. Comment on peut résoudre la crise? Comme dit Joshua Nabangui aussi, il faut résoudre ça avant le 9 février. De prendre le problème au sérieux. Et poser je vais dire quoi? Poser les solutions adéquates. Et faire jouer franc jeu. Jouer franc jeu, c'est d'accepter que la démarche que nous avons prise jusqu'à présent n'est pas bonne. Il y a des experts ici dans ce pays. On peut s'asseoir, on peut débattre là-dessus. On a essayé de faire le dialogue. Ce n'est pas la seule solution qui va résoudre le problème. On doit écouter les gens qui ont cette expérience en termes de sécessionnisme, en termes de crise. Moi, je sais que la meilleure façon de combattre souvent quelque chose qui est nouveau, c'est de s'approprier les expériences des autres. On peut le faire, il suffit juste d'une petite volonté. Moi, je dis, on n'a pas trop l'air ou l'impression que c'est un problème qui est vraiment mis sur la table, en dehors des audiences, des rapports que nous vivons. Il y a eu le grand dialogue. Après le grand dialogue, le Premier ministre lui-même qui était là-bas n'est plus jamais retourné. Pourquoi? Les populations aujourd'hui attendaient au moins ce qu'ils viennent dire que je suis venu ici vous dire qu'on avait écouté vos pleurs, je suis venu essuyer vos larmes. On a dit ceci au grand dialogue, il revenait, mais on a toujours l'impression... C'est l'émission d'explication, je dirais. Oui, mais s'il a commencé avec une démarche de proximité, on doit maintenir cette démarche-là. Mais le président a fait un tweet... mais qui lit les tweets quand on est dans les champs, ou dans les champs, dans les forêts, là? Est-ce qu'on a même accès au réseau pour dire que le président a fait un tweet? Ok. André Luther Meka, justement, il y a 3 hauts diplomates de haut rang qui étaient là. Patricia Scotland, Louise Mushiki-Wabo pour la francophonie, il y a Patricia Scotland pour le Commonwealth et Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Pour vous, ces 3 hauts diplomates qui se retrouvent au Cameroun au même moment et parlent du dialogue. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'implémentation, parce qu'ils disent qu'on est venu accompagner le Cameroun une fois. Disons que pour que les Camerounais puissent bien comprendre ce qui se passe, c'est qu'il y a une stratégie de bouc émissaire. Et la stratégie de bouc émissaire, c'est la stratégie de s'agripper sur la crise anglophone. Notamment, c'est la stratégie qui est utilisée par Maurice Kamto après avoir constaté qu'il est défaillant pour les investitures dans les élections municipales et législatives. Et je crois que M. Cabral Libé, lui, a été plus honnête en disant qu'il y a eu une préparation et qu'il voudra un moratoire, ce qui n'a pas été accepté. Pour le SDF est honnête, mais de façon sibylline, en disant nous sommes du nord-ouest et du sud-ouest, c'est notre bastion. Il est important que pour que nous allions aux élections, que la crise du Nozo soit réglée. Mais de façon tacite, en fait, ils sont en train de constater que s'ils ils vont dans les élections sans que ce fief ne soit stabilisé, ils ne vont qu'à être poids-plume. Donc vous constatez là qu'il y a un problème politique. Il y a une défaillance des partis politiques à participer aux élections par rapport, n'est-ce pas, à un certain nombre d'arguments et dont certains, à qui mieux, essayent, n'est-ce pas, de se débrouiller pour pouvoir s'en sortir de ce marasme électoral. Ce que j'aimerais dire, c'est que le fond même du problème, c'est que les hommes politiques ne se sont pas préparés à l'élection et prennent la stratégie du bouc émissaire de la crise anglophone. Maintenant, quand on parle de la crise anglophone,
il faut comprendre que le problème est un problème extrêmement profond. Parce que, comme vous pouvez le constater, vous avez pu voir comment l'une des grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis, s'agite. Et c'est d'une agitation même, à la limite même ridicule. Parce que quand vous voyez, il y a au moins près de 5 communiqués, 10 communiqués qui se mélangent avec le Congrès américain, qui se mélangent avec le président, on constate que cette agitation est effectivement un problème. Parce que aux États-Unis, on dit time is money. Donc si les gens perdent le temps pour faire autant de communiqués, ça veut dire qu'il y a un enjeu profond. Et l'enjeu profond, c'est quoi? C'est que le Cameroun est un pays riche. Et cette richesse est extrêmement convoitée par les Américains qui sont en train de piloter et de soutenir la sécession. Et vous n'allez pas demander à un chef d'État d'aller, n'est-ce pas, à genoux pour demander à ce que les sécessionnistes veulent leur dire ce qu'ils veulent. Le président était en Suisse, c'est connu. Ils étaient en vidéoconférence. Chacun demandait $1 million, d'autres demandaient $2 billion. C'était la débandade où chacun demandait de l'argent. Et nous avons compris, nous les Camerounais, que c'est une affaire d'argent, c'est une affaire de partage du national cake à travers le pétrole qui est à Limbé. Donc, il y a une maxime en droit. Le terrain appartient à l'individu, mais le sous-sol appartient à l'État. Et je crois aujourd'hui que nous, en tant que patriotes, nous, en tant que citoyens camerounais, nous soutenons le président Paul Biya par rapport à cette intégrité nationale et par rapport à la préservation des richesses du Cameroun. Donc, le président avait déjà déclaré un cessez-le-feu. Le président a créé une commission de désarmement. Le président a déclaré un cessez-le-feu? Mais le président a demandé aux sécessionnistes de déposer les armes. C'est quoi? C'est pas un cessez-le-feu? Ou bien il faut toute dans un discours. Il a demandé aux sécessionnistes de déposer les armes et il a créé une commission où les sécessionnistes peuvent, la commission de désarmement, démobilisation et réinsertion, où les sécessionnistes peuvent aller dans cette commission, déposer les armes et être réinsérés dans la société. J'ai été fortement marqué par le fait que le Premier ministre, chef du gouvernement, lui-même il est allé sur le terrain avec l'arbre de la paix pour dire le président a annoncé le grand dialogue, il y a eu le grand dialogue. Il a même sorti l'argent de ses poches, disant que tous ceux qui vont déposer les armes, ils vont financer leur projet. Et il y a eu certains qui ont déposé les armes. Et il y a même certains qu'on a tués. Il y a un général qui a déposé les armes et qui a fait une déclaration publique qu'on a tué. Donc nous n'allons pas faire l'éloge du crime pour toujours s'agripper sur les terroristes, sur ceux qui veulent mettre le pays en mal par rapport aux élections. Ce que nous demandons aujourd'hui aux hommes politiques qui ont la conscience nationale, c'est de participer aux élections et d'apporter leur touche spéciale dans la conception des lois et dans l'épanouissement des Camerounais. Et je vais conclure en disant que moi je pense que tous ceux qui vont faire la paresse et la lâcheté de ne pas participer aux élections et de s'agripper sur des éléments de comparse sont seulement tous ceux qui veulent entrer dans le pays par la déstabilisation et faire en sorte que les puissances étrangères qui sont en train de vouloir la déstabilisation, qui sont en train de vouloir le chaos au pays, d'entrer au pays pour mettre le désordre. Et je crois qu'à ce moment-là, nous tous, nous allons perdre. Mais beaucoup plus nous qui sommes le bas peuple. Parce que ceux qui sont des Français, ceux qui sont des grands leaders qu'on reçoit par l'OUA, qu'on reçoit au Congrès américain, ils n'auront pas de problème. C'est nous le petit peuple. C'est pour ça que je remercie chaque fois les Camerounais parce qu'ils ont compris les enjeux et restent dans la paix. Ok. Je constate que André Luther, vous n'avez pas répondu à ma question. Merci. J'ai même très bien répondu à votre question. Non, je vous ai parlé de la présence des 3 hauts diplomates. Qu'est-ce que ça voulait dire après le dialogue? Valérie Niek, voilà, on s'achemine comme ça pour qu'on comprenne vers un report. Est-ce qu'on doit reporter ces élections? En tant que représentant du MRC... Le MRC se plaint, le SDF se plaint, il y a le PCRN qui se plaint, le parti de Paul Rikinga également. On devrait reporter le rendez-vous de février 2020. Le MRC est clair là-dessus, mais vraiment très clair. Oui, nous demandons un report de ces élections. Il est impératif pour le bien de la nation que ces élections soient reportées. Nous avons
plus que ça à résoudre. Nous avons des crises. Nous ne pouvons pas nous permettre, à l'état actuel, de faire des élections dans un système de crise. Ça, c'est complètement impossible. Permettez-moi de revenir sur les propos de M. Meka. Oui, rapidement, hein, parce Oui, qu'on ne arrive vous au inquiétez terme de pas. l'émission. Non, M. Meka, il réussit à dire que ce qu'on est en train de mettre sur pied, ou alors ce qui se passe par rapport au NOZO, ce n'est qu'une stratégie de bouc émissaire. Mais quand il le dit, il dit, pour le MRC, vraiment, le MRC va complètement dans le champ, si je peux le dire ainsi. Et il dit, pour le SDF, oui, le SDF, il peut tolérer, même si il pourrait y avoir quelques petits soucis, mais le SDF, ça passe quand même. Mais quand il le dit de cette façon, on a envie de demander, C'est pas ce que j'ai dit. est-ce une amitié que vous avez avec le SDF et une inimitié J'ai dit qu'on avec peut le tolérer MRC? quelque chose ici. Point d'interrogation. La question se poserait dans tous les cas. Bien. Après, vous êtes en train de dire les partis, vous avez dit il y a la défaillance des partis à prendre part aux élections. Ça, c'est un constat que vous avez fait. Ah, ça, Mais je l'ai dit. qu'est-ce qu'il y a en amont? La défaillance des partis à prendre part aux élections. L'amont, c'est quoi? N'est-ce pas une défaillance de la gouvernance ou de notre gouvernement à organiser des élections crédibles? Point d'interrogation. Voilà, pour sortir, vous souhaitez qu'il y ait un report Jean Diop? Il y a eu les sénatoriales avec la guerre. Il y a eu la présidentielle avant la guerre. Donc je pense que les élections peuvent avoir lieu avec cette guerre. Mais le souci, c'est que... Avec le même système électoral? Il y a eu le code électoral en 2013, le même code. Oui. En 92, le même code. C'est ce même code qui a conduit au sénatorial, au municipal de 2013. Voilà. Pourquoi donc aujourd'hui, les leaders qui étaient... La question qu'on se pose aussi, il ne faudrait pas qu'on jette la pierre à l'autre. Les leaders qui étaient là, les Nidjon Fondi, les Ndamja et bien d'autres, étaient bien là. Et ils sont partis aux élections avec ce même code. Donc je pense que il est possible de faire une élection avec le code. En 92, on a gagné, l'opposition avait gagné. Nous étions les tripatouillards des leaders de l'époque. On ne serait pas à cette situation. On ne serait pas arrivé à cette situation en 92. Il y avait des députés, le député était minoritaire. Non, mais l'actuel code, c'est 2012. Oui, c'est pas qu'on n'a pas, c'est la refonte de code qui existe depuis. Oui. Donc on a fait des modifications. C'est lui qui est contesté, hein, qui est querellé, celui de 2012. Oui, quelques articles, non. C'est celui depuis ONEL 1, ONEL 2, c'est la déclinaison de tous ces codes-là. Donc Nous sommes d'accord. Voilà, donc il y a des articles qui sont querellés là-dedans. Oui. Je pense que pour le changer, il faut être dans les institutions pour changer ça. Justement. Et les tracasseries, c'est bon, on peut passer dessus? Non, pas comprendre ceci. C'est un constat, c'est que même Meka a avoué que même chez eux aussi il y a des tracasseries. Donc c'est que Mais ce ne sont pas beaucoup. l'uniformisation d'une RDPC, caisse. En fait, s'il y avait une caisse uniforme par exemple, Nous, on était préparés. Hein. Ah, vous étiez préparé? Moi, j'étais préparé. Tout à l'heure, on le Moi, disait, s'il y personnellement, avait j'étais une seule préparé. caisse pour rassembler toutes ces pièces, aller voir une seule autorité, je pense qu'on aurait moins de soucis. Ok. Mais comme RDPC, à chaque élection, elle diversifie. À chaque élection, elle diversifie les choses. C'est pour dire quoi? Quand M. Meka dit qu'il faut se préparer. En 2025, on sait que la caution est de 30 millions. Donc ça veut dire que nous, on doit garder nos 30 millions. Et dans 2 mois, ils vont se dire que c'est 50 millions. Oui. C'est ça qu'il veut me dire. Donc il faut Ok. préparer déjà 2025. Mais non, pas. Jodel Kayo, rapidement. on Oui, reporte. moi je pense que reporter si possible, hein, on est dans, comme je l'ai dit, dans un pays extraordinaire. On peut se lever le main, on nous sort une raison comme quoi les élections n'auront pas lieu parce que non seulement on va dévoiler le contenu du statut spécial, on va aussi peut-être appliquer ou modifier la constitution par rapport à tout cela. Nous sommes dans un pays où vraiment il faut s'attendre à tout. Bon, pour dire à M. Meka, vraiment, dès le lendemain de la conduite de dossier, le président Cabral a systématiquement mis en cause tout le processus d'obtention des pièces. Chaque fois que les camarades étaient sur le terrain, que ce soit à la mairie, à la sous-préfecture, à chaque fois, il insistait pour dire que les blocages étaient là. Parce que dans tout le pays, on avait systématiquement des blocages. Donc il ne faudrait pas que M. Meka croie que le président Cabral, comme il a dit tantôt qu'on va aider le MRC, non, on n'aide personne, mais c'est qu'on a dénoncé tous ces dysfonctionnements qui étaient préalables. On va permettre rapidement, on maintient, il n'y a pas de report. Mais nous ne sommes pas conséquents de l'impréparation des partis politiques. Si les partis politiques ne se sont pas organisés et qui sont notamment dans l'amateurisme, et regardez bien, la plupart des partis politiques qui se plaignent, c'est les nouveaux partis là qui viennent d'arriver dans l'arène politique. Vous n'avez pas vu le SDF se plaindre des dossiers ou l'UDC. Donc les jeunes partis
partis qui croyaient que c'est Et qui se plaignent des dossiers? Bien sûr, qui croyaient que c'est une aventure, qu'on vient s'amuser. Bon, ils sont dans l'impréparation totale et les Camerounais attendent des élections parce qu'on avait déjà prorogé le mandat des députés et donc nous allons aux élections et nous ne sommes pas conséquents des amateurs qui viennent s'amuser là. Merci. Oui. Voilà, merci Valérie Niek d'être venu, merci Jean-Jacques Diop, merci à vous également André Luther-Mika, merci à vous Jodel Kayo, bonsoir. Merci. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Bonsoir Amphida 1.